propose d'appeler Madame Françoise Guillon-Metz, qui a un point commun avec moi, je suis très heureux de la recevoir, c'est qu'elle est endocrinologue. Je suis chirurgien endocrinologue, mais elle est endocrinologue médicale à Caen, au CHU, et également une activité privée. Voilà, je vous laisse la parole, Madame Guillon, pour le chirurgien de campagne. On redescend là vraiment dans les profondeurs de l'histoire au siècle de Louis XIV. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous. Bonjour. Donc, je vais vous parler d'un chirurgien de campagne sous le roi Soleil qui a écrit le traité donc, des plaies de la tête. Il s'agit de maître Antoine Boirel, qui était un lieutenant des maîtres chirurgiens d'Argentan en 1674. Et je vous citerai en même temps le commentaire ou aphorisme du docteur Thomas, qui était un bibliothécaire de la faculté de médecine en 1888. Merci. D'accord. Alors, donc, l'ouvrage que vous voyez représenté à gauche, Traité des plaies de la tête, est un livre en octavo de 340 pages, 24 chapitres, qui a été édité en écrit en 1674, édité en 1677. Nous sommes en pleine période de Louis XIV, que vous voyez donc à peu près à la même période, à l'âge de 42 ans. Très rapidement, petite brève histoire de la chirurgie crânienne. Elle a démarré à la période de la préhistoire. On situe en général aux alentours de moins 11 000 ans avant Jésus-Christ. C'est le Mésolithique, c'est-à-dire entre le Paléolithique et le néolithique où nous nous sommes sédentarisés. Donc à l'époque, nous étions encore des cueilleurs-chasseurs. À gauche, vous avez la craniotomie qui était faite donc probablement avec du silex taillé, de la pierre, du coquillage aiguisé aussi dans les régions pacifiques. Donc la surface est plus grande. Par rapport à droite, la trépanation qui est faite, comme son nom l'indique, avec un trépanon du grec, qui veut dire forêt ou vis, qui est plus petit. Alors, la généralité d'Alençon, j'appuie là, voilà, c'est ça. La généralité ici, vous voyez donc les contours, ici, là. Ici, Alençon, où il y avait l'intendant général qui deviendra après fermier général, puis qui deviendra préfecture, hein, car tout cela à la Révolution est à peu près resté. C'est grosso modo ici le département de l'Orne, et vous avez ici la ville d'Argentan qui se trouve ici. Alors, Antoine Boirel, c'est un chirurgien solide, comme vous voyez ces dates, 1621-1628. Il est décédé donc à 97 ans pour un homme de cette période, c'est exceptionnel. Donc, il couvre tout le règne de Louis XIV. Il est né à Argentan, donc dans l'Orne. Il échappe à l'âge de 17 ans à une épidémie de peste en 1638. Il a vécu la Fronde à l'âge de 27 ans. Sachez que cette région de Normandie appartenait à la Grande Mademoiselle. Donc ça vous dit quelque chose, grande frondeuse devant l'Éternel. Et donc il appartient à une famille médico-chirurgicale dont je vais vous détailler. Et je vous ai mis ici le fils, qui était médecin ici à Paris et qui a écrit les nouvelles observations sur les maladies vétérinaires que j'ai aussi étudiées en DU d'histoire de pharmacie, et qui est un vadémécum, si je puis dire, des maladies vénériennes. Le lieutenant donc des maîtres chirurgiens en 1668, et puis chirurgien juré en 1692, 2 épouses. Bon, à l'époque, il y a une mortalité des femmes en couches fréquente, on pense. 15 enfants ici, sans mortalité infantile. Je vous rappelle qu'à l'époque, à la même époque, Louis XIV, avec Marie-Thérèse d'Autriche, sur 6 enfants, il lui en restait plus qu'un, qui était le grand dauphin. Il est décédé à 97 ans, on pense, de sa belle mort, donc à Madré, ici, vous voyez, dans la Mayenne. La longévité est exceptionnelle. À l'époque, 1% de la population arrivait à cet âge. Alors, voici l'arbre généalogique. En vert, ce sont les apothicaires, en bleu, les médecins, et en rouge, les chirurgiens. Alors, voilà, vous avez ici le décusus, si je puis dire.
La famille ici est apothicaire. Ici, vous avez l'oncle qui a eu notre Antoine en apprentissage. Vous avez ici le beau-frère, ici, le beau-frère aussi chirurgien, avec un fils médecin. Ici, un autre, ici, ce n'est pas bien indiqué, mais un frère médecin, un neveu médecin, un fils, donc ici Antoine II, c'est celui qui a écrit sur la vérole. Et puis le deuxième mariage, alors avec un autre ici, Antoine III, qui était apothicaire. Alors, on va rester quelques secondes sur les beaux-frères, donc ils sont connus. Vous avez à gauche François Eudes de Mézeray, académicien, secrétaire perpétuel de l'Académie française, et à droite, vous avez Saint Jean Eudes, fondateur des eudistes, qui a été canonisé en 1925, donc une belle famille. Alors, le blason des chirurgiens d'Argentan, je vous le marque, je vous l'ai indiqué parce qu'il n'est pas très fréquent. Les apothicaires étaient accoquinés avec les chirurgiens. On comprend pourquoi, vu la famille. Vous avez ici donc ce blason de la corporation avec deux belles spatules et la lancette en dessous. Alors, l'itinéraire d'un chirurgien de campagne aux alentours de 1650. Donc ici, c'est un milieu de notables. Il a fait des études classiques, on le voit très bien dans son texte, où il maîtrise le latin et grec tout à fait couramment. Apprentissage familial, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'âge de 14 ans, on commençait de bonne heure. Ensuite, il a fait ses études chez un maître parisien, maître Collard à Paris. Ce maître Collard n'est pas un inconnu, il était le premier chirurgien de Monsieur Frère du Roi et par ailleurs, il a été un des experts qui a autopsié le roi Louis XIII. Dans son texte, Antoine Boirel indique qu'il demande très régulièrement les avis et qu'il va très régulièrement en staff au collège Sainte-Côme. C'est un ami du sulfureux Nicolas de Blény qui est premier créateur de journalisme médical et dans lequel notre auteur va écrire de nombreux articles, journalisme médical éphémère, car vous connaissez la querelle entre la faculté de médecine et le corps médical et le corps chirurgical. Le corps médical ne supportait pas que l'on fasse des choses qui ne soient pas dans la stricte légalité. Alors, notre homme a été donc lieutenant des maîtres chirurgiens d'Argentan. C'est une nomination par le premier chirurgien et le premier médecin d'Aquin à l'époque. Et ce maître, en général, ce lieutenant est en général le chef de la corporation des chirurgiens locaux. Il écrit son unique livre à l'âge de 53 ans. Il y a aussi dans ses articles des notions de médecine légale. Il a exercé à l'Hôtel-Dieu d'Argentan. L'expérience professionnelle a été reconnue pendant plusieurs siècles, mais oubliée de l'histoire. Alors, je vous ai mis ici un tableau de Ténier le Jeune sur la chirurgie de campagne. Elle est amusante, mais elle décrit bien la situation. Donc, vous voyez, le malade n'est pas allongé, mais il est assis. Il n'y a pas de champ opératoire, il n'y a pas de gants, pas de rasage ici de la tête. On voit les médiocres médicaments de l'époque. On voit ici le pot avec l'eau, le vinaigre très probablement dans lequel on rinçait les outils. Alors ici, je pense, mais je ne crois pas quand même que ce soit un feu pour mettre à chauffer les cautères. Donc, il est normal aussi, comme il n'y a pas d'anesthésie, il est normal que le malade crie. S'il ne crie pas, c'est quand même mauvais signe. Alors, descriptif du traité des plaies de la tête. Donc, nous avons une anatomie du crâne, sauf le massif facial et le rachis cervical, qui est l'apanage de nos neurochirurgiens actuels. Mais à l'époque, c'était tout à fait normal. Le crâne est traité de manière dans un chapitre à part.
Les signes cliniques, ils sont sensibles, c'est-à-dire les organes d'essence, le doigt, donc on met le doigt dans la plaie, on regarde, on met éventuellement une sonde, et puis on peut utiliser de l'encre pour voir sur les plaies crâniennes. C'est une vieille méthode qui date du temps d'Hippocrate. On mettait donc de l'huile de noix ou de l'huile de lin teintée de noir. On rasait bien sûr avant. On mettait l'huile et on voyait le trajet de la fracture. Les signes dits rationnels, alors l'interrogatoire quand il est possible, il n'est pas toujours possible, et puis les accidents cliniques qui apparaissent, c'est-à-dire les vomissements, les paralysies, les convulsions, etc. Il décrit ensuite l'utilisation des trépans, le pronostic général en étant toujours très négatif, c'est-à-dire qu'il part du principe que le malade ne va pas s'en sortir, ce qui est plutôt mieux que d'avoir l'impression dire qu'on allait guérir le malade et qu'en fait il est mort. Le traitement des plaies simples, des plaies avec fracture, le traitement des plaies compliquées de la dure-mère, les plaies du cerveau, importance d'Hippocrate et de Galien, importance de la religion, comme vous le savez, Ambroise Paré disait j'ai pensé le malade, mais c'est Dieu qui l'a guéri. Lui, il a à peu près la même formule en disant, excusez-moi, le malade a reçu sa guérison, on suppose, par Dieu. Alors, l'importance des observations personnelles qui sont complètes, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, quand vous lisez Ambroise Paré, vous voyez qu'il y a des observations qui sont données, mais elles ne sont pas toujours très complètes et on n'arrive pas toujours à faire le point de ce qui se passe. Alors, l'anatomie, elle est ostéologique avec une description minime des vaisseaux du crâne, sauf l'artère, donc méningée moyenne, la temporale. Alors, en effet, on est à une période de jonction, c'est vers le début du XVIIIe siècle qu'on va avoir une anatomie bien détaillée du crâne, et même, c'est pour ça que je vous ai mis Vézal dans le coin, parce que même lui n'a pas une description très nette de tous les sinus crâniens et des artères du cerveau. Il a une interrogation sur le trajet des sutures. Comme il n'y a pas effectivement de radiologie, je vous le rappelle, ni d'anesthésie, ni d'antibiothérapie, nous sommes vraiment à main nue. Donc, il a des interrogations sur le trajet des sutures. Le rete mirabilis, un élément clé du système des esprits, naturels, vitaux, animaux, n'apparaît pas. Et il dit lui-même dans son texte, les deux ventricules desquels se forme l'esprit animal est contenu dans cet os, point d'interrogation. Ça veut dire que même en 1674, on peut mettre en doute le système des esprits et des humeurs. La circulation sanguine, alors la générale, je vous rappelle que Harvey l'a reprise, parce que ce n'est pas lui vraiment le découvreur, enfin bon, il l'a mise carte sur table, si je puis dire, en 1728, elle est comprise, mais la cérébrale, comme pour la circulation sanguine, est beaucoup moins perçue, et comme, alors il redit dans un endroit de son texte, comme le mal est porté au cœur par les artères. Alors, la classification, j'ai fait un petit clin d'œil à notre président qui aime Daléchamp. Et donc, je vous ai mis la classification, notre président Bonichon. Donc, la classification, elle a l'avantage ici d'être simplifiée avec les marques, les sièges, les contusions, les deux tables de la boîte crânienne, celle qui est relevée, pas relevée. Donc, je vous déclare tout ça. Les procédures chirurgicales, je pense que c'est cela qui va vous intéresser le plus. Alors, donc, l'arbre décisionnel des plaies sans fracture. Alors, on commence donc par le diagnostic positif. On en a parlé tout à l'heure, les signes cliniques. Elles sont les règles hygiéno-diététiques. Ça n'a pas changé, avec le régime, la saignée, la purgation, les ventouses. Il y avait quand même un médecin qui était là pour donner ces règles hygiéno-diététiques. Il note bien qu'on rase le malade. Lorsque la plaie est simple, ici à gauche, superficielle, donc un astringent pour enlever avec des plantes
pour enlever le sang. Ensuite, différents emplâtres de cicatrisation. Soit ça cicatrise bien, et alors lui, il est partisan des sutures plutôt pas immédiatement, contrairement à son maître Philippe, qui lui suture assez rapidement. Lui, il attend un petit peu pour les sutures. Si la plaie est profonde, bon, là aussi, on décape avec un mondicatif. On met l'onguent des apôtres qui permet de décaper les plaies, des traitements régénératifs et on suture. Lorsque la plaie est compliquée, contuse, sans fracture, là aussi, on fait une détertion avec les cataplasmes d'Hippocrate qui est à base de farine en général et d'huile de rosa pour la douleur. L'emplâtre de bétoile, les réincarnants et on fait ensuite la suture. Ensuite, arbre décisionnel des plaies avec fracture du crâne. Alors c'est là que ça se complique un petit peu. On a toujours les règles hygiéno-diététiques et alors là, notre auteur exprime les possibilités. Il ne juge pas, il dit soit les auteurs proposent pas d'ouverture. C'est le cas en général d'Hippocrate. Alors, pas d'ouverture, donc on met tout un tas de cataplasmes et médicaments desséchants, ça se résout, donc soit ça se guérit spontanément, heureusement, soit il y a bien sûr aggravation de la clinique. À ce moment-là, on peut être amené, et Hippocrate le dit aussi, quand vraiment il y a des signes cliniques qui apparaissent, les convulsions, que le malade est dans le coma alors qu'il n'y était pas avant, par exemple, eh bien, on fait une ouverture retardée au 4e jour. Et en fonction de l'ouverture au trépan, eh bien, soit on fait une ligature artérielle, soit on fait des médicaments céphaliques, puisque c'est une maladie de la tête, hein, donc médicaments céphaliques, et puis on obtient du pus au bout d'un certain nombre de jours. Donc lui est partisan, contrairement à Guy de Chauliac par exemple, de faire venir le pus. Une fois que le pus est là, on le déterge, on le nettoie, on met les liniments de pareil. Si on est en état d'échec, eh bien on met des corrosifs, ici l'égyptiaque et l'apostolorum, ce sont des décapants. Alors ensuite, troisième possibilité, on peut suivre d'autres auteurs qui sont Paul d'Égine, Guillaume de Salissé ou Fallope, qui disent de toute façon, il faut ouvrir au premier jour. Et alors, au premier jour, eh bien, soit on fait des sutures, soit on ligature, soit on traite ce qu'on trouve, soit on a des esquilles. C'est le cas, je vous le rappelle, on en a parlé tout à l'heure d'Henri II, hein, soit qui n'ont pas été retirées, soit des esquilles. Et alors, on peut être amené à réouvrir aussi. On amène au pus. S'il y a une nécrose de l'os, là, on suit en brasse parée, on cautérise. Si on a du pus, qu'on nettoie bien, le malade peut éventuellement s'en sortir. Alors, lorsqu'on a des plaies de la dure-mère, eh bien, donc, on a trépané, on a nettoyé le plus rapidement possible, on a mis éventuellement des suppuratifs guérison, point d'interrogation. Ici, s'il y a une nécrose au 7e jour, alors soit le malade décède, bon c'est fini, soit le malade ne décède pas, eh bien on peut être amené toujours à nettoyer, déterger et à mettre des médicaments céphaliques, la survie est très rare, vous vous en doutez. Alors, soit il y a du pus au 5e jour, donc là aussi on met tout un tas de préparations. S'il y a des saignements, de nouveau on réouvre et on nettoie. S'il y a un œdème cérébral, qui est quand même décrit, eh bien là on est quand même très désemparé. On est très désemparé, on change l'air, on couvre la tête de linge chaud et on essaie de bricoler. S'il y a du sang, si le malade décède, tant mieux. S'il a des phlegmos, on fait une réouverture et on se débrouille. Voilà. Alors, le traitement de la fièvre qui apparaît, vous vous en doutez, assez rapidement, qui est liée au fait que les humeurs se jettent par sympathie sur la plaie. Alors, elle est traitée par la saignée et par la purgation. Ici, c'est un azuleros du XVIIe siècle du Portugal. Alors, la prise en charge chirurgicale de Boirel. En ce qui concerne, en ce qui concerne la douleur, alors vous n'êtes pas étonnés, les têtes de pavot, du sirop de pavot. Le tétanos ou convulsion humide, eh bien, il est reconnu
Il est même reconnu depuis la période d'Hippocrate, le tétanos. Mais bien sûr, il n'est pas traité parce qu'on ne sait pas à quoi c'est dû. Par contre, on décrit bien la clinique. Elle est assez spectaculaire, d'ailleurs. La sepsie, eh bien, grâce au vinaigre, à l'eau pure, on trempe les outils, on met des pansements avec de la charpie autour de la plaie, déjà au moment où on opère, et ensuite dans les pansements de suivi. L'environnement, air et lumière, on va y revenir tout à l'heure, le suivi du malade par lui-même et par le médecin, à domicile, bien sûr, la nutrition du malade. On a beaucoup de choses, plusieurs pages sur le petit lait, ce qu'il faut manger comme viande, ce qu'il ne faut pas manger comme viande, mais sur les préparations, les liquides qui sont quand même mis par cuillère chez un malade comateux, on se demande comment il n'arrive pas d'autres incidents, mais enfin, ça n'est pas décrit. Les pansements, la rééducation, il n'y en a pas. L'autopsie du malade, quand il ne comprend pas ce qui s'est passé chez un patient, il peut être amené avec ses autres collègues, chirurgiens et médecins, à autopsier pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, la lutte contre le charlatanisme. Je vous rappelle que nous sommes en campagne, qu'il y a beaucoup de barbiers qui opèrent. Alors, pour illustrer le charlatanisme, je vous ai mis ce tableau très connu de Jérôme Bosch, où on voit ici le chirurgien nanti de son entonnoir, qui est en train d'enlever une pierre de la tête. C'était un moyen d'extraire la pierre de la folie chez les gens, peut-être qui avaient déjà des démences séniles ou des troubles mentaux. Autant dire que c'était une espèce de subterfuge. Ils avaient une pierre dans la main et hop, on faisait croire aux patient qu'on l'avait délivré de sa maladie. Alors, les outils du chirurgien, je ne vous ai pas repris ceux d'Ambroise Paré, mais je vous ai pris ceux de Dionys. Donc, il y a un chapitre complet sur le sujet. Donc, on a le fil de soie avec l'aiguille, ici les différents couteaux scalpels, les vis, les différents traitements ici sur 3 pieds, les cautères, différents types de cautères et les différents types de pinces ici et ciseaux avec le perroquet, le marteau ici. Les tentes est toujours aussi sortie de Dionys, donc les canules, ici les plumasseaux que l'on appliquait sur la tête imprégnés d'huile rosa ou de vinaigre. Les différentes compresses, je voulais insister ici sur le bandage de la tête, ici. Alors, il y avait plusieurs épaisseurs de produits et en général, il y avait un bonnet, ici qu'on ne voit pas ici, mais un bonnet qu'on voit volontiers dans les comédies de Molière quand vous regardez Le Malade imaginaire. Alors, l'installation du malade, ici c'est celle du CLM, donc il y a au moins plusieurs pages sur l'installation du malade. L'installation du malade, l'installation du chirurgien. Vous voyez ici le feu, car la plaie du cerveau doit être réchauffée et desséchée. Hein. Je vous rappelle que nous sommes dans la période des humeurs. Donc réchauffer, il faut réchauffer l'atmosphère, là ici, avec des feux, des braséros. Il faut aussi fermer la lumière, là. Hein. Donc nous avons autour des assistants qui peuvent éventuellement maintenir le patient s'il n'est pas dans le coma. Dans le coma, c'est simple. S'il n'est pas dans le coma, il faut qu'il soit maintenu. Alors, voilà ici les différentes techniques. Hop. Alors, la pharmacologie du traité. Elle s'inspire de la polypharmacie, probablement liée à la proximité des apothicaires familiaux. C'est un descriptif très détaillé avec un mode de fabrication simplifié qui est assez inhabituel. Ah, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je suis pas douée. Hein. C'est bon ? Oui, alors donc je vous disais, un mode de fabrication simplifié qui est inhabituel. Vous me direz, oui, mais dans les écrits d'Ambroise Paré, il y a toujours derrière l'ordonnance, si je puis dire, les médicaments qu'il faut mettre. Oui, mais là, il y a la complète et c'est assez inhabituel. Les préparations sont très nombreuses, elles sont adaptées aux humeurs, le sang et la pituite, qui sont toutes deux humides, une froide et une chaude, avec importance donc des médicaments froids et du refroidissement et du dessèchement de la plaie. Alors les interprétations sont diverses et variées.
Je pense que la meilleure, c'est surtout à visée pédagogique en français. C'est un lieutenant des maîtres chirurgiens et ils avaient un rôle de formation des chirurgiens de petite expérience, c'est-à-dire de campagne. Alors, la pharmacopée s'inspire de celle de Baudron, qui a eu un succès très conséquent pendant toute cette période, ainsi que celle de Jean de Renoux. Alors, en bas, vous verrez ici, il n'y a pas de thériaque qui a été utilisé notamment pour Henri II, hein, pas de thériaque absente et pas de momie non plus, qui a aussi été, si vous me posez des questions, je vous dirai, mais que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, je vous ai mis ici un descriptif, par exemple, de Longan mondicatif d'H, avec toutes les plantes, et puis les huiles, la poix, le suif de mouton, la cire jaune et la térébenthine. Et l'onguent égyptiaque, qui est un onguent décapant corrosif, qui est à base de verre de gris, très fort vinaigre et miel. Et vous avez ici, ça a été reproduit ici pour voir l'allure que ça a. Alors, on a pu faire des statistiques des plaies de la tête d'Antoine Boirel sur 24 patients. Avec donc la guérison sans séquelles, guérison avec séquelles, puisque les observations sont complètes, les décès, et puis il y en a un certain nombre, 4, 5, qui ne sont pas exploitables. Alors, chez hommes, femmes, enfants. Donc, on voit que guérison avec ou sans séquelles, on a à peu près plus de 50%. Décès, 16%, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme sur la série, et puis bon, 20% qui sont inexploitables. Alors, vous pourrez me dire, mais c'est quand même exceptionnel qu'il y ait aussi peu de décès, pas de radiologie, pas d'antibiotiques, pas d'hygiène locale, des médicaments quand même, pas tout ce qu'il y a de plus stérile, hein. Eh bien, je vais vous étonner. Non, ce n'est pas anormal. C'est normal. On est assez surpris du nombre de survies avec séquelles peut-être, mais survie de ces patients qui ont été trépanés. Alors, je vous rappelle, ces trépanations ont eu lieu sur différents continents, hein, l'Amérique centrale, en Europe et aussi en Chine. Hein, et en Afrique, bien sûr. Donc, tous les continents ont pratiqué avec d'heureux résultats cette chirurgie. Alors, on va faire la deuxième partie, qui est le commentaire de Louis Thomas, qui était bibliothécaire à la faculté de médecine de Paris. Alors, vous allez me dire, pourquoi ce gars-là a fait un commentaire? Eh bien, parce que dans sa vie, j'ai un petit peu recherché, dans sa vie avant, il a enseigné la médecine en école dentaire. Donc, avant que la dentisterie ne soit vraiment séparée, c'était des chirurgiens. Alors, pour lui, c'est une première monographie de neurochirurgie en français. Pour lui, Antoine Boirel est un passeur chirurgical. Il a mis donc trois choses en évidence. Tout d'abord, la commotion cérébrale, donc le traumatisme cérébral sans fracture, qui est donc sur le chemin des hématomes cérébraux, de leur distinction. Il remet en question discrètement les humeurs, les esprits et notamment les fièvres tierces ou quartes. Pour lui, il dit « Moi, je n'ai vu que des fièvres continues. Je n'ai pas vu de fièvre ni tierces ni quartes. » L'autopsie aussi d'une brèche ostéoménagée qui repousse les bornes de la méthode anatomoclinique du 19e siècle au 17e. En effet, on considère que c'est avec Laennec et ses collaborateurs que la méthode anatomoclinique a pris ses droits de cité. En fait, non. Le monde chirurgical faisait déjà bien avant des autopsies pour faire coïncider donc la pathologie perçue, pas toujours bien perçue, et les lésions du patient. Aucune allusion pharmaceutique en ce qui concerne Louis Thomas. Alors, quand on voit le jugement, j'ai appelé bibliographie comparée, comment situer notre auteur parmi les auteurs de son époque? Je vous ai mis ici en vert ceux qui ont
eu, j'allais dire, ça rejoint un petit peu ce que l'orateur précédent a dit, c'est plutôt dans les pays étrangers qu'on s'est aperçu qu'il aurait pu être intéressant, alors que les Français n'en ont pas parlé. Alors, je vous ai mis en premier Pierre Dionys en 1707 dans ses ouvrages de chirurgie opératoire. Il ne le cite pas, mais il y a quand même une très grande ressemblance du texte, hein, quand même. Ensuite, je vous ai mis ici celui qui est tout de suite après, en 1720, qui est Simon Rouault, qui est un chirurgien de la cour de Milan, des Italiens, et qui lui a aussi qui a écrit aussi un traité des plaies de la tête isolément, si je puis dire. Alors, tous ces auteurs ici, qui sont des auteurs soit hollandais, soit Van Albert, c'est un Suisse, qui sont des auteurs d'autres régions, Carrère, c'est un Français, je le juge favorablement. Et là, vous voyez que nous sommes quand même un siècle après. Il y a eu un oubli au 19e avec le commentaire du Louis Thomas en 1880, ça nous rapproche un petit peu. Et puis il y a une redécouverte par le docteur de Merck, qui est un grand historien d'histoire de la médecine, et dans son ouvrage Histoire de la pensée médicale, en 2014, a évoqué avec Littré, a évoqué ce chirurgien en disant que par son esprit de raisonnement et par son expérience, il avait fait avancer la chirurgie. Bon, là, vous avez Jean-Louis Petit et puis Mirko Merck. Alors, quelles sont les raisons de l'oubli de cet auteur? Elles sont sociologiques, c'est un provincial. Elles sont médico-chirurgicales, c'est un ouvrage plutôt pratico-pratique et une niche chirurgicale pour l'époque. Il n'y a pas de dessin, contrairement à Ambroise Paré, par exemple, ou d'autres. Les amitiés aléatoires avec De Bligny, qui a quand même eu une vie assez sulfureuse, qui a fini quand même en prison. Édition à Lansonnais, si ça avait été Doury à Paris, Laurent Doury à Paris, ça aurait été quand même une meilleure promotion. L'absence de marketing historique, je pense à la famille Larrey, hein, le père Larrey ayant été encensé par le fils Larrey à la période de Napoléon III. Absence d'un mentor influent, effectivement. Si vous avez un Colbert comme mentor, ça vous mène quand même, ça vous donne quand même du poids. Alors que lorsque vous avez que l'intendant général de la généralité d'Alençon, c'est pas grand-chose. Ici, je vous ai mis, pour votre culture générale, l'été, c'est la déesse de l'oubli. C'est une œuvre plutôt art nouveau. Alors, en conclusion, c'est un manuel de pratique chirurgicale et pharmacologique enfant-adulte. Notre auteur est un précurseur de la commotion cérébrale sans fracture, précurseur avec toutes les nuances que l'on peut avoir du précurseur en médecine. Ce n'est pas à vous que je vais raconter tout cela. Précurseur de l'anatomie clinique avant le 19e siècle, c'est un auteur de vrai savoir et de savoir-faire, avec un oubli immérité de l'histoire. Donc, la publication est ici chez l'Harmattan. Et puis, vous avez ce qui nous reste de Boirel, ces deux écrits, c'est-à-dire ici une signature en 1703 et une autre signature en 1716, quelques années avant sa mort, sur son testament. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, madame. C'était très documenté et très original pour nous qui ne connaissons pas cette région d'Alençon. Les méthodes étaient assez terrifiantes. Je pense que la Providence était l'allié des chirurgiens. Je permettrai félicitations en tout cas pour votre exposé, parce que quand on lit des livres de médecine de cette époque, arriver à en tirer des algorithmes comme vous en avez tiré, c'est assez fantastique, parce que c'est pas facile à comprendre et c'est pas souvent très clair. Surtout qu'intervient, si vous me permettez, un élément très important, c'est qui vous soyez. Et souvent, ça se terminait par « on ne fait rien ».
Parce que si on touche au prince de Condé ou si on touche au roi Henri II et que ça se passe mal, vous êtes directement responsable de sa mort. Moi, je vous poserai une question quand même. Quelle était votre technique pour déterminer l'arbre géologique de la famille? Parce que c'est quand même... Et c'est pas facile d'avoir un arbre géologique, à moins que ça ait été explicitement... Alors oui, l'arbre généalogique, celui que je vous ai mis là a été complété encore, hein, notamment avec les petits-enfants, parce qu'un des petits-enfants de ce Boirel a été fondé de pouvoir du duc du Maine. Hein, vous vous rappelez l'histoire? La grande mademoiselle, on l'a obligé à donner ses propriétés, sa fortune, etc., au duc du Maine, lequel donc a pris en compte la région normande. Et donc, un petit-fils de mon auteur a été fondé de pouvoir du duc du Maine. Donc, ils avaient des belles situations quand même. Hein. Et alors, oui, la généalogie. Alors, j'avais un peu de bibliographie du 19e. J'avais aussi une partie dans Louis Thomas, où il y avait la bibliographie de la généalogie, mais avec de grosses erreurs. J'ai aussi eu beaucoup de mal pour celui qui a écrit sur la vérole, l'Antoine II, parce qu'il n'y a pas de prénom. Il n'y a pas de prénom, mais en recoupant les histoires de mariage, de localisation et autres, j'ai fini par penser il n'avait pas de prénom, mais c'était le même prénom que le père. Vous êtes une enquêteuse remarquable. Merci. Vous savez s'ils ont des descendants? Oui. Alors, quand j'ai fait la signature du bouquin dans mon bled à Argentan, j'ai vu arriver la famille, les descendants. Bon, on vous remercie infiniment. Je vous en prie. C'était très, très intéressant.